il y avait des cas latents de personnes qui venaient nous contacter tellement ils ne savent pas à quel sens se vouer Ouais. et qui viennent vous dire, j'ai ma sœur qui a été séquestrée pendant 3 jours et violée. Je ne sais pas quoi faire. Je t'avoue que c'était des cauchemars, c'était traumatisant. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Je faisais des cauchemars où j'étais moi-même victime de viol, j'étais tout le temps stressée, c'était difficile. C'était une période où, en fait, on rencontre une réalité qui est bien pire, en fait, que ce qu'on avait imaginé. Mhm. Et maintenant, c'est des cas, c'est des personnes que vous voyez, que vous connaissez, dont vous connaissez le nom. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Hop, on y va. Bon- Bonjour Fatima. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Harmony Stories. Nous sommes très contents de te recevoir aujourd'hui. Tout d'abord, je vais te laisser te présenter à notre audience pour ceux qui te connaîtraient très pas avant de se lancer dans cette interview. Je vais commencer d'abord par expliquer pourquoi je suis très heureux de te recevoir et pourquoi j'ai hâte d'avoir cette discussion avec toi. Merci beaucoup. Bah, tout le plaisir est pour moi déjà. Donc, merci de m'accueillir. Je m'appelle Fatima Zahraba. J'ai presque 28 ans, mais encore 27 ans, on va dire. Je suis sénégalaise, voilée, musulmane, halpoula à moitié, l'époux à moitié, mariée, pas encore maman. Et puis, je suis la fondatrice de la marque Sofatou et cofondatrice de Arca Concept Store. Voilà pour la petite histoire. C'est justement, t'en parles un peu, ce qui, en fait, en regardant, en préparant un peu cette discussion, j'ai remarqué qu'on avait plein de points en commun au-delà des couleurs qu'on porte aujourd'hui, qui est un pur hasard. C'est Euh, vrai. tu es d'une maman lébou, d'un père tout couleur, Mhm. comme moi. Ma mère est couturière depuis 98. Elle Oh, s'est wow. lancée par, je vais pas dire par pur hasard, mais rien ne prédestiné à ça en termes d'études, où elle a Mm. finalement fait. Donc chez moi, en fait, c'était tout le temps un atelier de couture, il y avait des fils partout. Et j'ai grandi dans ça et ça fait que, en fait, j'ai commencé par une question parce que j'ai vu ma mère le faire. Être Mm. entrepreneur femme au Sénégal dans un milieu où c'est principalement des hommes, parce que au-delà de la mode, en dehors, tu as des tailleurs avec qui tu travailles, que tu manages, c'est ça au final ton équipe. Comment ça se passe au quotidien? C'est un défi perpétuel, franchement. C'est quelque chose qui a beaucoup. Après, franchement, ça a beaucoup évolué hein, avec le temps, vraiment. Euh, mais quand je venais de commencer, c'était des gens qui voulaient pas écouter. Voilà. Parce qu'ils se disent, déjà, je suis une femme, mais en plus, je suis beaucoup plus jeune qu'eux. Donc, c'est genre. Et encore, je n'ai pas eu de formation dans leur métier. Moi, j'étais juste venue avec mes idées. C'était la petite, elle rêve, elle ne sait pas de quoi elle parle, quoi. Mhm. Donc, chaque fois que je disais un truc, ils me disent non, lol, mon mec. Ou bien, chaque fois que je leur dis de faire un truc, je leur dis de faire ça comme ça, ils me disent non, c'est pas comme ça que ça se fait. Si tu étais tailleur, tu saurais, tu vois. Donc, c'était des trucs. Et c'est parce que la société est construite comme ça aussi. Hein. Donc, c'est des schémas qui se répètent un peu partout. Mais quand ils ont compris que, en fait, tant que je n'avais pas ce que je voulais, eux, ils n'auraient pas ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire l'argent, ben, ça a commencé à changer. Parce que je leur faisais défaire, et un tailleur déteste défaire ce qu'il a fait. Je leur faisais reprendre à chaque fois, recouper quand ce n'était pas ce que je pensais qui allait marcher. Donc, à la fin, je pense qu'ils se sont dit, OK, si on veut aller vite, il faut écouter la petite là et puis ça ira mieux. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait vraiment. Après, quand j'ai eu mon propre atelier, là, c'était différent parce que jusque-là, c'était de la sous-traitance. Donc, mon atelier, je l'ai eu que cette année. Donc, après presque plus de 8 ans d'existence. Et là, c'est différent parce que eux tous, ils savent que c'est toi qui payes. Donc, oui, c'est toi qui donnes les ordres. Quoi. Ils n'ont pas d'autre alternative que de faire ce que tu demandes. Donc, je pense en gros, c'est triste de dire ça comme ça. Bon, après aussi, il y a une certaine confiance qui se construit aussi au fil du temps et qui fait que ben, ils savent que voilà quoi. C'est justement les choses que j'avais vu ma mère traverser. Et c'est des trucs un peu, enfin, Hum, qui sont de notre société où il y a cette manière de penser là, même si elle est en train d'évoluer. C'est pour ça que je vais commencer par là. Tu dis que c'était de la sous-traitance jusqu'ici. Tu crées Sofatou en 2012.
C'était quoi ta vision à l'époque et à quel point ça a changé? Franchement, je pense que ma vision excédait de loin, même là où je suis aujourd'hui, hein. J'ai commencé par rêver très, très grand. J'ai rêvé voilà, d'avoir un centre commercial, d'avoir une usine textile, une émission de télé, et, plein de choses à la fois, en fait. Je pense que je suis un peu mégalo sur les bords. Je fais rarement les choses en petit. Donc, du coup, ça a commencé comme ça. Un soir où j'ai dit, OK, je fais des vêtements pour moi-même que les gens aiment, je vais faire un business. Donc, je pense que c'était le 24 avril et on a lancé la première collection le jour de l'anniversaire de ma grand-mère, le 5 mai, qui s'appelle So Fatou d'ailleurs, Fatou So. Ce qui a changé, par contre, c'est qu'au début, j'ai commencé par toucher à tout. J'ai acheté des chaussures que je revendais, j'ai acheté des sacs qui étaient destinés à la revente, je n'ai rien vendu. J'ai tout pris pour moi. Euh, j'ai acheté quoi? J'ai acheté bon, plein de tissus avec lesquels j'ai fait des vêtements, ça j'ai vendu. Ouais. Mais sinon, tout ce qui était accessoires, là, ça a fini dans ma garderie, enfin ma garde-robe à moi. Et je pense que ce qui a également changé, c'est le public, la cible. Mhm. De base, j'étais étudiante, donc je faisais des vêtements pour les étudiantes. J'ai été dans une phase où je venais de me libérer un peu du joug parental, si je peux appeler ça comme ça. Donc, j'étais dans ma phase, je vais en profiter pour explorer, m'habiller plus sexy, etc. Donc, les vêtements étaient très sexy. Mais bon, alhamdoulilah, tout ça, j'en suis sortie et puis la marque a pris une autre direction. C'est très beau. Et quand on voit ça aujourd'hui, je pense qu'il y a une identité Sofato qui s'est créée dans la mode. Parce que moi, je voyais que, justement, je vais revenir à ma mère, ce que les gens faisaient souvent, et je pense qu'ils peuvent faire aujourd'hui du mal aux designers, aux stylistes encore d'aujourd'hui, c'est qu'au Sénégal, on a cette culture-là de ramener un truc et de dire fais-le moi. Mm. J'ai Mm. vu, tu vas chez ta couturière, j'ai vu ce truc-là beau là, et qu'on fait beaucoup de sur-mesure, ta couturière va te le faire. Mm. Et c'est ça qui est un peu dur. Après, à l'inverse, et là où je trouve ça, que là où Sofato a été fort, c'est qu'il y a une identité Sofato. Quand on voit une chose, que ce soit de toi ou que ce soit une copie d'une autre personne, on dit que c'est l'identité Sofato. Et comment tu es arrivé à créer cette identité-là qui, au final, surpasse ce problème-là que tu aurais pu rencontrer de la surcopie de la mode dans la Mm. mode au Sénégal? Bon, après, je ne sais pas s'il l'a vraiment surpassé, hein, parce que le problème est là. Le problème est bien là. Et bon, moi, au-delà des personnes qui copient, ça ne me dérange pas, mais c'est quand c'est des marques qui copient Hmm. que ça pose problème pour moi. Aujourd'hui, une couturière qui n'a pas forcément la volonté de faire de son entreprise une marque, ce n'est pas grave que quelqu'un lui ramène un vêtement. Comme tu dis, c'est quelque chose de très fréquent dans notre société. Je vois des vêtements, des copies de mes vêtements jusqu'aux États-Unis, je veux dire. Donc, c'est que vraiment la personne a pris le temps d'envoyer un tailleur sénégalais pour qu'il lui fasse et lui renvoie. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses auxquelles on est habitué. Par contre, ce qui pose un peu plus problème, c'est quand c'est toute une marque qui vient se calquer sur ton identité. Et j'avoue qu'il y en a de plus en plus. Et ça, c'est vraiment autre chose. Mais bon, on laisse entre les mains de Dieu. Je pense que c'est le plus simple à faire. Par contre, comment est-ce qu'on a fait pour nous créer une identité? Moi, je dirais que vraiment, la raison pour laquelle on dit notre slogan, c'est The Authentic You, c'est qu'on est très dans l'authenticité. Je suis très dans ce qui me ressemble et dans ce qui me fait en gros, et ça, c'est quelque chose qui ne se copie pas. En fait. Dans mes vêtements, je raconte toujours des histoires qui sont très personnelles, c'est toujours mon parcours. Il y a toujours cette influence-là du Maghreb parce que j'ai fait 5 ans au Maroc. Il y a toujours ce côté de plus en plus couvrant parce que j'appartiens à une famille assez pudique, je vais dire ça comme ça. Ce qui fait que de facto, sans réaliser même, à l'âge adulte, j'ai commencé à faire du modest wear alors que je ne pensais pas, c'était pas la direction que j'étais censée prendre. C'est des vêtements qui racontent des histoires qui me touchent, comme la collection Diewo qui était dédiée à une amie que j'ai perdue.
et des vêtements voilà, qui parlent de personnes autour de moi. La collection Sakina qui porte le nom de ma sœur, Mbayam qui porte le nom de ma mère. Et même quand je fais ces vêtements-là qui portent le nom de personnes que je connais, ces personnes-là influencent un peu le style du vêtement, un peu. Donc, je trouve que c'est tellement personnel, en fait, que l'inspiration est tellement personnelle que c'est difficile, euh, je vais dire, de copier ça sans qu'on sache que c'est une copie, en fait. Il y a ça. Ensuite, il y a le fait que je pense très tôt, j'ai su en tout cas trouver une ligne directrice de qu'est-ce qui ressemble vraiment à du Sofatou. Par exemple, on a beaucoup de symétrie parce que j'aime beaucoup ce qui est symétrique. On a beaucoup de motifs géométriques parce que c'est inspiré par le pain tissé souvent. Certains choix de couleurs, toujours binaires, etc. Même dans les collections, c'est toujours un truc paritaire, hommes et femmes, etc. Il y a toujours un pendant homme de la tenue de femme. Donc, je pense que c'est des choses qui nous sont propres, qu'on a développé avec le temps. Ce n'était pas un choix qui est venu comme ça du jour au lendemain. Ce sont des patterns, un peu des schémas qui se sont mis en place au fil des années et qui maintenant sont bien établis, qui sont bien là, quoi. Donc, je pense que c'est ça peut-être qui fait que visuellement, on reconnaît. Je pensais justement que c'était un souci où des gens allaient voir leur petite couturière qui est à côté pour faire un habit parce qu'ils ont vu qu'un modèle était beau. Mais c'est vrai que si c'est une marque à une plus grande échelle, là, c'est un peu plus compliqué et peut-être qu'il faut même rentrer dans l'ordre du juridique parce il y a aussi le droit, comment ça s'appelle? La propriété de la création qu'il faut protéger dans tous les cas. Et tu dis quelque chose de très important parce que tu dis que c'est personnel ce que tu fais, c'est d'inspiration personnelle et ça a commencé là parce que tu faisais des habits pour toi et les gens t'ont dit que c'était beau et qu'ils les voulaient. Et c'est justement d'avoir su garder cette ligne directrice là depuis le temps qui fait que jusqu'à aujourd'hui les choses sont d'inspiration personnelle et tu sais pas, même s'il faut plaire au plus grand nombre, d'essayer, mais c'est ça qui fait que justement on voit que c'est toi. Et c'est ça que je trouve qui est très fort et pour cela, je te tire mon chapeau. Et tu dis que de Merci. là où tu es aujourd'hui, dans ta vision du départ, tu dépassais ce résultat-là, si je peux dire comme ça. Et tu parles du textile. Parce que Mm. je discutais récemment justement avec quelqu'un qui est dans la mode ici en France et on parlait du wax et on parlait du bazin. Et c'est des choses qu'on s'est appropriées pendant longtemps et même dans l'imaginaire collectif, on pourrait penser que c'est des choses qui nous appartiennent alors que Ouais. pas du tout. Et la Mm. mode au Sénégal, c'est beaucoup de... C'est énorme, c'est un truc énorme. Les gens passent leur temps, beaucoup d'argent à faire des tissus, à acheter des tissus, à se faire des nouveaux habits, etc. Et c'est beaucoup d'argent qui ne va pas dans les poches de nous, qui reste pas dans le pays, qui ressort alors qu'on pense que oui. Et tu parles, et justement, parce que je trouve ça impressionnant que tu parles d'usine de textile. C'est quoi ta vision et ta pensée dans ce secteur-là? Écoute, franchement, l'histoire du textile sénégalais est très triste hein, parce que c'est un textile qui avait réussi à décoller. À un moment donné, c'est le Sénégal qui fournissait en wax toute la sous-région. On faisait notre propre bazin. On faisait plusieurs types de coton différents. Donc, le coton qui était cultivé au Sénégal était en partie transformé au Sénégal. Toutes ces usines-là ont périclité. Aujourd'hui, je pense qu'il ne reste que je pense que c'est la Sodexta. C'est une usine qui est à Kaolack et qui produit un coton que moi, qui m'est difficile d'utiliser sur des vêtements, par exemple, parce qu'il est trop léger. Euh, et moi, à mes débuts, bien sûr, j'avais toujours eu cette envie de faire quelque chose d'africain, quelque chose qui me ressemblait, parce que j'étais dans un environnement qui n'était pas mon environnement normal. Donc, j'étais au Maroc, qui est en Afrique, mais nous avons des réalités très différentes. Et j'avais envie de porter des vêtements qui me ressemblaient un peu, parce que tout ce que je pouvais trouver avec le budget que j'avais, c'était des vêtements chez Marois, quoi. Mhm. Donc, des vêtements ou à la Médina, ou à la Médina. Donc, c'était toujours des vêtements très, très européens, en gros. Et ce n'était pas ce que je voulais. Donc, la deuxième année, je suis rentrée avec plein de vêtements africains, sauf que je ne pouvais pas les porter parce qu'ils n'étaient pas assez adaptés. Donc, j'ai commencé à les modifier. Un sort en tube qui devient un pantalon en tube, une taille basse qui devient veste, etc. Et c'est là que les gens ont commencé à me dire, mais c'est joli ce que tu portes, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ce besoin-là de porter des choses qui nous ressemblent.
Et pour moi, c'était le wax qui nous ressemblait parce que dans l'imaginaire collectif, comme tu l'as si bien dit, nous nous sommes culturellement appropriés du wax, qui de base était une imitation du batik indonésien que les Indonésiens n'ont pas vu parce qu'ils savaient que ce n'était pas authentique et qu'on est venu, comme d'habitude, ramener dans la grande poubelle qu'est l'Afrique pour eux. Et qu'on a adopté tout de suite et qui a beaucoup marché. Donc, moi, je pense que quand on se l'approprie au point de économiquement nous l'approprier en faisant notre propre wax, c'est top parce que l'argent reste chez nous. Quand par contre, on ne produit plus de wax et que tout le wax est importé de Hollande, etc., c'est un coût qu'on porte à notre économie, en fait. Et c'est quand j'ai réalisé ça et c'est quand j'ai fait des recherches et que j'ai vu que même les entreprises qui étaient en Côte d'Ivoire, au Ghana, etc., c'était des filiales d'entreprises soit chinoises, soit hollandaises encore. J'ai dit, OK, j'ai fini avec ça. Donc, j'ai arrêté avec le wax. Pareil pour le bazin, on ne le faisait pas au début. On a commencé à faire du bazin quand mes cousins, qui sont en France, ont lancé leur propre marque de bazin. Donc, quand je dis cousins, c'est les halpolars de Nabal Sewell. Donc, Ouais. Defa et compagnie, Amadou et autres. Donc, ils ont lancé leur marque qui s'appelle KN. Ils font faire leurs propres motifs, leur propre production. C'est fait en Allemagne, mais aujourd'hui, c'est sûr que le plus gros du bénéfice rentre dans leur poche à eux. Et donc, ainsi, moi, ça me permet de contribuer voilà, à cette économie-là. Parce que ce sont ces gens qui habitent en France, mais qui sont originaires d'ici, qui construisent des écoles ici, qui construisent des dispensaires ici, etc., à travers les associations qu'ils ont, et qui envoient l'argent tout simplement au Sénégal. Mm. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire du bazin. Du wax, on n'en fait plus jusqu'à aujourd'hui, vraiment. Et sinon, vous allez me dire, oui, mais par exemple, le tissu en crêpe que je porte aujourd'hui, c'est un tissu qui vient de Chine. Mais ce qui met en valeur le tissu que je vais porter et qui vient de Chine, ce ne sera pas le tissu en lui-même, ce sera le détail en pain tissé que je vais mettre dessus. Et c'est ça qu'on essaie aujourd'hui de mettre en valeur. Il n'est pas facile pour moi d'utiliser le pain dans sa globalité sur toute une tenue parce que c'est un tissu quand même pas forcément toujours commode, qui peut tenir assez chaud, dans l'entretien est compliqué. Mais à travers notre façon de l'exploiter, par petites touches, symétriquement sur les vêtements, les gens savent que ce qu'on essaie de promouvoir, c'est le pain tissé. Donc, quand je dis que vraiment j'avais pour but d'avoir une industrie textile, c'est que je pense qu'il est essentiel que ce secteur-là soit redynamisé au Sénégal. Ce n'est pas normal qu'on produise autant de coton et que plus de 95% de ce coton soit exporté. Pour nous être ramené beaucoup plus cher, je pense qu'on vend le kilo de coton à 300 francs. Et quand tu achètes le tissu coton qui te revient, tu pèses 1 kilo, je pense que ça va te coûter peut-être 2000-2500, sachant que le kilo là va faire 3 mètres, tu vois. Donc, c'est le même tissu qui a été exporté, traité, filature, teinture et ramené vers toi. Donc, c'est quelque chose qui me fait très mal et que je Bah oui, prends ça se vraiment à comprend. cœur et que j'espère à un moment donné, en tout cas, et quand on en aura les moyens, qu'on pourra contribuer, en tout cas, à redynamiser ce secteur-là au Sénégal. Et c'est très noble parce que tu utilises le bon mot, ça fait mal. Et comme au-delà de l'industrie du textile, dans plein d'autres industries de l'Afrique qui fournissent des matières premières, qui les vendent peu cher et qui les rachètent à un prix, des prix exorbitants. Et je pense que c'est le Ghana qui récemment a fait un truc comme ça ou un autre pays qui disait justement qui ne vendait plus de produits bruts, qui transformaient tout chez eux et c'est peut-être un peu la porte de sortie. Pour revenir justement à ce que tu fais chez Sofatou, c'est les shows, les événements où tu sors tes nouvelles collections, qui pour moi sont des expériences culturelles, qui vont au-delà de l'habit, même si ça reste centré sur l'habit, qui nous replonge dans nos cultures ethniques, il y a une part de gastronomie et il y a une part d'étiquette de tampon que, boum, Sofatou s'est relancé. Et je trouve ça fort parce que c'est comme un cyclone où c'est là que ça part et après ça explose dans tous les sens. Et je trouve que c'est fort de pouvoir marquer ça au niveau où tu le fais. Où t'es venu cette idée-là de lancer tes collections, tes nouvelles collections, de cette manière si forte? Franchement, moi, je te dis, ça a toujours été comme ça que j'ai perçu la mode.
Pourquoi? Parce que je pense aussi, j'ai toujours vu voilà, les Fashion Week, le fait que voilà, les gens venaient présenter leurs collections, etc. Donc, à part ma première collection qui a été lancée sur les réseaux sociaux, je pense que la deuxième, c'était pendant la journée culturelle de Rabat. La troisième, c'était lors d'un dîner de gala à Fès. Donc, c'est toujours, pour moi, il faut qu'il y ait un événement. Il faut qu'il y ait des gens pour voir que, voilà, c'est là et c'est nouveau, ça vient de sortir. Des témoins, je vais dire ça comme ça. Et j'ai fêté mon premier anniversaire, c'était à Casa. C'était une soirée, j'en suis pas très fière, c'est dans une boîte de nuit. Mais c'était la seule fois, j'ai pas refait ça depuis. Et donc, pour moi, c'était que c'est un anniversaire. J'ai toujours aimé les anniversaires. Ma grand-mère adore les anniversaires. Je veux dire, mon anniversaire, elle tuait un mouton, il y avait plein de gâteaux. C'était Carrément. vraiment la fête. Son anniversaire, pareil, hein, le 5 mai, c'était toujours la fête chez nous. Et donc, j'ai décidé de fêter ça autrement. Donc, quand je suis revenue au Sénégal, j'ai fêté la première année au showroom Absat aussi. Et puis, sur les années qui ont suivi au Pullman et l'année dernière, cette année plutôt au Terrou. Sauf en 2020, bien sûr, ça a dû sauter à cause du Covid, exactement. Euh, pour nous, c'est le plus gros coup de marketing de l'année. C'est vraiment dans ça qu'on a investi de l'argent. Dites-vous que toutes ces éditions, on n'a jamais gagné un sou. C'est toujours nous qui mettons de notre poche. Et chaque fois plus que l'année précédente. Donc, avant que ça ne passe là, c'est un gouffre hein, à la poche. Voilà, c'est un trou, exactement. Mais on récupère juste après, vraiment. Parce que c'est un truc qui nous ramène énormément de clients, énormément de visibilité et surtout beaucoup de crédibilité. Aujourd'hui, je pense qu'à part nous, il n'y a pas une autre marque vraiment qui fait un événement de cette taille dans la mode, en tout cas. Et on essaie d'aller à chaque fois un peu plus loin et de faire un truc un peu plus grand. Je pense qu'il y a, bon, bien sûr, il y a la Fashion Week de Adama, il y a eu Lahad également qui à un moment faisait son événement. Bien sûr, il y a eu Tata Colesso Ardo qui a commencé tout ça avec Sierra Vision. Je pense Oumoussi aussi à un moment avait dans les années 2000 un festival de mode, la semaine de la mode, le CIMOD, je pense qu'elle avait lancé. Notre ambition à nous, ce n'est pas de faire une semaine de la mode, c'est juste que c'est l'événement Sofatou, mais c'est un événement, avant d'être un événement fashion, c'est un événement culturel. Parce que pour moi, le vêtement, c'est, en tout cas visuellement, passer le teint et le physique de la personne, c'est le premier élément de notre carte d'identité culturelle. C'est la première chose qui pourra nous dire cette personne-là vient de tel endroit. Avant, même la coiffure permettait de dire ces choses. Selon la personne, la façon dont elle était rasée, deux trucs ici où j'en sais rien, on pouvait savoir qu'elle venait de là. Aujourd'hui, de moins en moins, bon, moi, déjà avec des voilés comme moi, rien du tout. Mais par exemple, mon voile vous prouve que je suis musulmane. Vous n'avez pas à me le demander. Donc, ça vous dit que je vis selon un certain code, selon une certaine éthique, que là d'où je viens, les choses se font d'une certaine façon. Ça en dit beaucoup sur la personne. Ce qui facilite les échanges pour moi, ce qui facilite les relations. Donc, pour moi, le vêtement est un item hautement culturel et je ne peux pas parler du vêtement sans parler de culture. Et je trouve dommage justement que nos événements, des fois, ressemblent beaucoup aux événements des Européens. C'est que c'est des collections qui viennent, qui s'enchaînent, des mannequins qui marchent, une musique assez forte, assez électro des fois, et voilà, des gens qui applaudissent et qui sont assis sur les rangs. J'ai imaginé les choses autrement, avec des choses qui nous ressemblaient. Donc, le premier thème, je pense qu'on a fait au Pullman, c'était le mariage. Et c'est pour ça qu'il y avait des... Non, c'était le deuxième. C'est pour ça qu'il y avait des bongos, voilà, il y avait de l'ambiance. Il y avait, avant ça, je pense qu'il y avait également l'édition où il y avait des folions, donc Simbokainde, toutes ces choses. Parce que c'est des choses qui m'ont marqué, c'est des choses que j'aimerais rappeler aux gens. C'est comme quand on fait un événement d'Oina et que dans le panier où on est censé mettre des snacks, on met du solom, du houle, du ndir, des choses de notre enfance et que les gens ne voient plus. Et c'est pour leur rappeler on est une même société, on a grandi avec les mêmes choses en faisant les mêmes choses. Donc, excuse-moi, je parle beaucoup, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et si tout se passe comme on veut, en tout cas, chaque année, ce sera une nouvelle culture que vous allez découvrir à travers le défilé de Sofatou et une culture africaine, bien entendu, parce que moi, mon marché, ma cible, c'est l'Afrique. Et c'est important justement parce que tu dis t'en parles beaucoup, mais ça montre en fait qu'il y a une longue réflexion et une grande envie qui viennent de là, qui font que en fait tu prends ça aussi à cœur et t'en parles, tu parles de Doina,
que t'as lancé et qui, je pense, avait coïncidé un peu avec la série Maîtresse d'un homme marié, où on avait Ouais, justement les gens, ce qui avait peut-être, je pense, avait porté aussi et donné un gros coup un boost à ta marque parce que les acteurs l'ont mis et c'était vraiment beau et qui, en fait, j'ai digressé un peu parce que le cinéma qu'on nous montre aujourd'hui, qu'on fait nous au Sénégal, commence à changer. On commence à nous montrer de ouais, belles choses. On ne montre ouais, plus une vie pauvre, on sort des baraques et on vient dans des vraies maisons avec des gens qui sont dans une vie. Et je pense que c'est aussi porteur pour la jeunesse de se montrer que, ah ouais, il y a ça chez moi. Et de se dire, ouais, bah, je vais aller dans ce sens-là. Et du coup, pour ouais, revenir à une série, une très belle série, justement, qui parlait aussi beaucoup de la femme. Et justement, il y avait une part que je pense beaucoup de gens avaient raté au Sénégal, mais c'était aussi un peu violent pour les se montrer une facette de la vie des femmes au Sénégal qu'elles subissent. Et pourquoi tu avais lancé ça? Bon, tu me diras la réponse est évidente. Mais après, qu'est-ce qui fait que tu avais voulu te lancer dans cette cause-là de Henna, même si la réponse est quasi évidente, mais j'aimerais bien l'entendre de ta voix quand même. Tu sais, moi, j'ai très peu de choses qui m'énervent réellement dans la vie, mais je pense que l'injustice est celle est la chose que je supporte le moins, en gros. C'est des choses qui me font perdre mes mots. Hier, quand j'ai vu les photos de Jenny BSG, qui est une danseuse, j'étais sans voix. Enfin, pendant un moment, j'étais là à regarder le truc. J'arrivais pas à y croire. Et en fait, c'est tellement présent dans notre société pourtant. Et on ne réalise pas parce que c'est des choses que les femmes cachent tellement que chaque fois qu'on les voit, ça nous choque en fait. Et pourtant, c'est une des choses les plus fréquentes, hein, mais qu'elles arrivent tellement bien à dissimuler que c'est un choc à chaque fois. Euh, Moi, Doina, j'ai commencé parce que, bon, déjà, j'ai fait un séjour au ministère de la Femme. Donc, j'y ai travaillé pendant presque un an, de 2017 à 2018. D'accord. Et c'est là-bas que j'ai connu la campagne des 16 jours d'activisme. Après moi, c'est une cause qui m'a toujours touchée parce qu'elle a touché une personne très, très proche de moi, donc une personne de ma famille. Et les conséquences sont encore là aujourd'hui. Conséquences mentales, conséquences économiques parce que ça a gâté sa vie, etc., etc. Vraiment beaucoup de conséquences. Conséquences sociales au niveau de toute la famille et de l'entourage, voilà, de tout ça. Des conséquences sanitaires aussi, enfin, médicales Mhm. sur elle et sur sa et sur l'enfant. Donc, pour moi, c'était naturel et je savais que j'ai toujours voulu militer pour cette cause-là. Après, pourquoi ce moment-là? C'était pas à cause de la série, parce que je pense que je sais même plus quand est-ce que Maîtresse a commencé, mais c'était parce que il y avait la campagne des 16 jours d'activisme donc de l'ONU et chaque année, c'est du 25 novembre au 10 décembre. Donc, étant au ministère et ayant assisté à celle de 2017, j'ai réalisé en fait qu'il n'y avait pratiquement pas grand-chose qui se faisait et qu'il y avait moyen que ça résonne auprès de beaucoup plus de personnes. Et j'ai conçu une campagne pour l'année suivante. Donc, moi, en termes de communication, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, c'était plusieurs volets, ce que j'appelais les pages oranges, où il y aurait les contacts voilà, de médecins, de juristes, etc., qu'on pourrait appeler dans ces cas-là, une randonnée, ce qui s'est fait en collaboration avec d'autres associations, un gender talks qui s'est fait finalement en collaboration avec ONU Femmes également avec leur YPG, leur Young Professional Group, qu'on appelle le Gender Attire et qui était extraordinaire, mais vraiment j'ai rarement eu une expérience, un événement aussi réussi. Une nuit de l'art contre la violence qu'on a fait au musée de la femme Henriette Bachili. Et bien sûr, au-delà de tout ça, il y avait également, je l'ai conçu en étant au ministère et c'est le ministère que je voulais voir exécuter ça. Bon, malheureusement, ils n'étaient pas trop emballés. Entre-temps, moi, j'ai quitté le ministère. Mais grâce au ministère, plutôt, j'avais des relations avec des gens de chez ONU Femmes. Et quand j'aurais parlé de la campagne, ils étaient enchantés. Donc, ils ont financé la campagne. Donc, moi, j'ai eu très peu à débourser de ma poche, très honnêtement, sur la première année. Sur les années qui suivent, c'était pas trop ça. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on ne regrette jamais parce que c'est pour la bonne cause.
Et sur la première année, on a plus travaillé avec des musiciens, avec quelques acteurs de la série Adja, par exemple. Voilà, il y avait vraiment des personnes très différentes qui ont contribué, des personnalités du milieu des médias, Demba Gay, par exemple. Il y avait vraiment des gens différents, Aïcha Dem, qui chacun apportait un message. Donc, Karel, papier entrepreneur, etc. Et chacun avait une capsule d'une minute sur laquelle il parlait d'un thème relatif aux violences faites aux femmes. Par exemple, c'est quoi le cyberharcèlement? C'est quoi le viol conjugal? Parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Ouais. Donc, pour moi, le but, c'était vraiment que la conversation soit là, que le débat soit posé, que la conversation soit là pour les jeunes, surtout. De quelque chose qui devait être juste une campagne, Doina est devenu plus ou moins un mouvement. Parce que des synergies se sont créées avec les autres acteurs que j'ai rencontrés, parce que également le besoin s'est créé, parce que de base, nous, on voulait juste faire de la sensibilisation, mais il y avait des cas latents de personnes qui venaient nous contacter tellement ils ne savent pas à quel sens se vouer, Ouais. et qui viennent vous dire, j'ai ma sœur qui a été séquestrée pendant 3 jours et violée, je ne sais pas quoi faire. Je t'avoue que c'était des cauchemars, c'était traumatisant. Moi, je suis quelqu'un de très sensible et tout ce qui se passe dans ma journée, j'en rêve le soir. Je faisais des cauchemars où j'étais moi-même victime de viol, j'étais tout le temps stressée, c'était difficile. C'était une période où en fait on rencontre une réalité qui est bien pire en fait que ce qu'on avait imaginé. Et maintenant, c'est des cas, c'est des personnes que vous voyez, que vous connaissez, dont vous connaissez le nom et qui existent. Donc, ça a été très dur. Et je me suis un peu retirée, en tout cas, de ce côté de contact direct avec les victimes. Je préfère rester dans tout ce qui est planification égale, etc. Et j'ai laissé ça à des personnes plus fortes que moi. Donc, qui aujourd'hui accompagnent les victimes. Aujourd'hui, dans Doina, on est principalement dans l'accompagnement psychologique. Ce n'est pas nous-mêmes qui le faisons, mais nous payons pour le suivi de ces victimes-là, de ces survivantes. Je préfère les appeler comme ça. Et voilà, c'est nous qui prenons les rendez-vous, Jerry principalement avec le docteur. C'est 5 séances minimum souvent qui sont offertes et qui sont financées par nous-mêmes. On a lancé une collecte pour ça, qui n'a absolument pas marché. Et ce qu'on dit souvent, c'est on se rend pas compte de cette emprise psychologique sous laquelle sont ces femmes-là. Et c'est parce qu'on dit souvent, mais parle, n'attends pas le coup fatal, parle. Et c'est bien de le dire, mais c'est bien aussi de dire aux gens que personne n'aime se faire taper dessus. Mais du coup, pourquoi ces femmes restent? C'est là où faut réfléchir. Et c'est justement bien que vous faites cet accompagnement psychologique-là. Parce que de taper une femme, oui, c'est mal, on le sait. Maintenant, je pense qu'il y a toute la société est plutôt d'accord sur ça. Maintenant, pourquoi les femmes restent après les coups? C'est là où il va falloir travailler, voilà, sur cette partie, Ça, c'est vrai. sur cette partie mentale, et c'est honorable que tu travailles dessus. On arrive un peu sur la fin de cette discussion, et j'ai envie de te poser une question qui m'interloque souvent. À quel moment, quand je vois un entrepreneur qui réussit, même si la réussite est très subjective, hein, à quel moment est-ce que tu t'es dit, ok, je suis vraiment sur un créneau et je vais aller à fond? En fait, moi, je pense que je suis tellement têtue que dans ma tête, c'était sûr que j'allais continuer ce que j'ai commencé. Parce que c'est pour ça d'ailleurs que je suis restée au Maroc pour faire mon master là-bas, parce que j'avais déjà commencé ça au Patou et je savais que si je partais en France, c'était mort. Donc, je suis restée là-bas. Quand je suis revenue et que je travaillais au ministère, je continuais quand même. Quand je travaillais à l'Assemblée nationale, je continuais quand même. Et c'est quand j'ai quitté voilà, ce truc officiel, à ce moment-là, c'était OK, je perçois pratiquement 5 fois mon salaire avec Sofatou. Je ne vais pas rester à passer plus de, je ne sais pas moi, 70% de mon temps dans un travail qui, en réalité, ne m'apporte pas grand-chose et ne me permet même pas de faire ce que j'aime vraiment. Donc, c'est là que j'ai dit, rien d'autre ne vaut le coup, je reste sur ça. Après, à quel moment j'ai réalisé que, en fait, ça pouvait grandir très rapidement? Je pense que c'est à la Tabaski 2018. Mon chiffre d'affaires a triplé
en l'espace d'un mois. Wow. Et quand j'ai vu tout l'argent là, j'ai touché les millions comme ça, j'ai dit, c'est bon. I'm out of that. C'est qu'on a fait tellement de commandes. Bon, après, c'est des commandes en bazin, c'est normal qu'il y ait plus d'argent. C'est pas tout l'argent qui rentre dans ta poche parce que ça, c'est ton chiffre d'affaires. Ça n'a rien Oui, à voir avec le c'est résultat final différent. que tu parles. Oui. Mais il y avait tellement d'argent. Alors que moi, l'année d'avant, je ne parlais pas de millions, quoi. Et là, il y avait plusieurs millions en chiffre d'affaires. J'ai fait copine. Il n'y a pas photo. Vraiment, on travaille. Et ça m'a beaucoup, vraiment, beaucoup boosté et beaucoup poussé à m'investir plus dans Sofatou parce que je pense qu'il n'y a pas de secret en entrepreneuriat. Si vous réalisez que ce que vous faites peut marcher, le seul moyen de le faire effectivement marcher, c'est de mettre du temps, de mettre de votre énergie et si vous pouvez, d'injecter plus d'argent dedans. Parce que c'est ça qui fait grandir. En fait, il n'y avait pas de secret. Donc, à partir du moment-là, j'ai dit, OK, on met tout. J'ai emprunté de l'argent à mon père, beaucoup d'argent. J'ai ouvert le showroom, ce qui a porté ses fruits également. Donc, à partir du moment-là, j'ai commencé à vraiment un petit quoi. Par exemple, mes cousins à qui je prenais par coupon de voilà, de 20 mètres de ça, 30 mètres de ça, maximum 50 mètres, j'ai commandé à 1200 mètres, tu vois. Voilà, vraiment, les choses sont plus grandes. Et franchement, je vous le dis, c'est pas évident. Il faut surtout le faire de manière très sûre, Ouais. mais ça paye. Faut pas avoir peur de se lancer, de pas tout savoir dès le début. Ça vient, tu te Oui, rends compte de tes besoins au fur et à mesure et oui, tu te formes, ça prend du temps. voilà. Voilà, Oui, ça prend du temps. On va avoir 10 ans l'année prochaine, tu tenez-vous te bien. rends Et compte. encore des Sénégalais qui ne connaissent pas Sofa, tout ce qui veut dire qu'il y a du chemin. Ouais, carrément. Il y a une grande partie Ouais. du marché à les toucher et je te souhaite de les toucher. Et c'est là où plein de gens se ratent parce que plein de gens veulent se lancer, mais plein de gens ont trop peur de se lancer parce qu'ils se disent mais c'est un truc énorme, parce que ça va pas marcher, parce que je dois tout faire bien tout de suite, parce que si ça marche pas dès la première fois c'est fini. Alors que non, c'est ça Ça, l'exception. ça recommencerait. C'est ça. C'est Et il jamais- faut, c'est ça, et tu utilises le bon mot à un moment de commencer. En fait, c'est là où en fait, mais c'est en faisant que ça vient. C'est l'action qui va tuer la peur, qui va te donner le courage d'aller faire les choses. Et ça, c'est pas inné c'est en nous. Mais on va avoir Hmm. aussi la contrainte de la vie. Il faut vivre, il faut se nourrir, etc. Mais après, au Mhm. fur et à mesure, en faisant, en grandissant, c'est là où on prend un peu plus de risques et des risques maîtrisés. Que tu connais, tu te lèves pas un beau jour et tu dis, bon, je vais prendre 1200 mètres. Non, il y a quand même, on se dit, je vais le rentabiliser comme ça, je vais pouvoir revenir payer. Et c'est ça qu'il faut que, c'est un message à faire passer aux gens qui veulent se lancer. Hmm. Hmm. On peut, et ce que tu as fait, hein, penser grand et commencer petit, pour clore cette discussion. Très belle. Mhm. Euh, dans ces presque 10 ans de Mhm. Sofato, qu'est-ce qui a le plus changé en toi personnellement? De façon positive ou négative? Parce qu'il y a les deux, hein. Tu peux nous donner les deux? Je pense que sur le plan, le côté négatif, j'en parlais rien qu'hier sur une longue story sur mes réseaux. C'est qu'on ne réalise pas que le succès nous change, même quand on pense que ça ne nous change pas. On est toujours persuadé qu'on est resté le même parce que moi, je débite les mêmes bêtises, je m'habille comme je veux, je ne m'habille pas forcément en sofatou, hein. Moi, je m'habille vraiment, des fois, je rentre dans la boutique, je vois une cliente, je dis pardon hein, pour l'habillement, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Donc, sur ce côté-là, on est persuadé qu'on n'a pas changé, qu'on est resté la même personne, mais pourtant, euh, on réalise qu'on n'est plus bref dans nos échanges avec les gens, qu'on ne répond pas forcément, qu'on a plus de 200 conversations non lues sur WhatsApp parce qu'on n'a pas le temps ou qu'on pense qu'on n'a pas le temps, un des deux. On ne prend plus de nouvelles de notre famille, de nos amis, etc. Et voilà, on devient tellement, je le disais, omnibulé par les chiffres et tellement qu'on a peur de ne pas réussir ou qu'on a peur que tout ce qu'on a fait jusque-là se rate, qu'on est tout le temps concentré sur ce travail-là. Toute notre vie tourne autour de ça. Alors que la vie, en réalité, je veux dire, le travail, c'est juste quelque chose qui doit te donner les moyens de vivre la vie que tu veux. Tu n'es pas sur Terre pour travailler, tu es sur Terre pour adorer Dieu. Donc, ton travail doit être un moyen d'adorer Dieu. Ton travail doit être un moyen d'aider les gens. Ça doit être un moyen de subvenir
aux besoins de ta famille. Et au lieu de ça, ça devient ce truc qui te mange toute ta vie et qui t'empêche de faire quoi que ce soit d'autre, spirituellement, socialement, sur tous les autres plans. Donc, je pense que le côté négatif, c'était ça. C'est que sans le vouloir, on devient plus autoritaire, on devient moins cordial, on devient juste moins aimable, un peu. Et c'est quelque chose contre quoi je me bats. Et j'espère, en tout cas avec mon entourage, alhamdoulilah, je sais qu'ils ont facilité beaucoup de choses et ils m'ont empêché beaucoup de dérives. L'année dernière, à un moment, ma soeur m'a dit, écoute, viens, tu t'assois. Tu parles mal à tes employés, tu es tout le temps énervé, tu es tout le temps stressé, tu stresses tout le monde, tu prends une pause. Tu vois, j'ai pleuré, j'ai fait une mini-dépression limite. Pendant des jours, ça n'allait pas fort, mais elle avait raison. J'ai pris des jours de repos et après, je suis revenue, ça s'est calmé, quoi. Donc, on a besoin d'avoir ces personnes qui nous disent la vérité autour de nous. C'était ma soeur et ma cousine hier, sont comme d'habitude, Oumou et Khadija, qui travaillaient également dans l'entreprise. Donc, après, je pense que si je dois dire quelque chose de positif également que ça a créé et que ça a changé en moi, c'est qu'aujourd'hui, je me soucie plus de l'économie de mon pays et de la situation un peu de mon pays et de l'Afrique de manière générale. Je pense qu'à mes débuts, j'ai toujours été un peu patriote et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait relations internationales comme cursus académique. Mais les relations internationales m'ont fait déchanter un peu de tout ce qui est politique de nos pays. C'est pour ça que je ne voulais même pas travailler dans les relations internationales. Parce que limite, le Sénégal, à l'échelle internationale, il n'existe pas. C'est un pays qui n'a aucun poids. Et je n'aime pas travailler pour les plus faibles. Donc, j'avais dit, c'est bon, je sors de ça. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas travailler dans un secteur pareil, être quotidiennement au contact des tailleurs qui souvent viennent de milieux très défavorisés et ne pas être sensible et ne pas avoir une volonté de développer l'économie de ce pays et d'offrir une meilleure vie à ces personnes-là. Donc, je pense que ça m'a rendu très sensible à tout ça, à tout ce qui est voilà, question de l'emploi, à tout ce qui est conditions de travail, à tout ce qui est juste développement de cette industrie-là et de l'économie de ce pays de manière générale. Donc, c'est ça. Non, c'est très clair et c'est très louable d'avoir ce sens de soi, de pouvoir faire, d'avoir ce recul-là personnellement sur tes échanges, etc. Et d'avoir ces gens-là qui te disent la vérité, qui te ramènent, parce que souvent on est vite pris dans cette spirale-là où en fait ça va vite dans notre tête et on a envie que ça aille vite dans la tête de tout le monde, les actions de tout le monde, alors que c'est pas forcément le cas. Et exactement, et c'est bien de s'en rendre compte. Après, pour te rassurer sur le changement, je te dirais un truc que Jay-Z disait, après ça vaut ce que ça vaut, hein. Il a dit, j'ai pas tout fait tout ça pour rester le même. Et, et voilà, après tout, avec des proportions bien gardées, mais c'est pour te rassurer par rapport à ça. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Sofatou, je pense qu'on en est fiers. Moi, j'ai rien à voir avec. Mais en fait, on sort c'est une disruption de la mode telle qu'on la connaissait chez nous. Parce que c'était c'était les mêmes choses en fait. Et du coup, franchement, félicitations pour ça. Plein de bonnes énergies, que tu crées tes usines, que ça aille vraiment le plus loin possible. Et que ça pousse notre culture aussi, parce que culturellement, notre culture a été souvent utilisée sans qu'on en profite. Et d'avoir cette conscience-là, que ça nous revienne, Parce que si ça te revient à toi, ça nous revient. Et que tous les autres gens en prennent compte et qu'on pousse ça. Et la seule chose qui marche le plus souvent, c'est soi. Et c'est l'empreinte que tu as posée sur ta marque. Et c'est ce que j'exhorte à plein de gens à faire et à venir nous raconter. Donc merci et je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est merci, un grand merci. Tu sais, quand tu dis nous, c'est vraiment nous, parce que Sofatou, c'est pas moi, c'est plein de gens qui y ont cru depuis le début, c'est des gens qui ont cru en cours de route, c'est des gens qui continuent à y croire et à adhérer à notre communauté, je l'appelle comme ça parce que c'est ce que c'est en réalité. C'est des personnes qui achètent pas forcément juste parce que le vêtement est beau, mais parce qu'ils croient en l'idéologie qu'on tente de véhiculer, parce qu'ils essaient de pousser l'économie locale,
voilà, c'est des personnes qui croient en nous et qui rendent les choses possibles en gros. Parce qu'aujourd'hui, aussi beau que soient mes vêtements, si personne ne croit en ce que je veux véhiculer, ben, ça reste de beaux vêtements dans une boutique, mais ça reste des invendus, quoi. Donc, c'est vraiment des personnes qui y croient tout le temps. Et à chaque fois que je remercie quelqu'un pour son achat, les gens pensent que c'est par pure formalité, mais c'est que je le remercie de contribuer à réaliser mon rêve. En fait. C'est un rêve qui peut profiter à beaucoup de personnes, qui profite à beaucoup de personnes, qui profite actuellement, concrètement, financièrement à 21 personnes parce qu'on a une équipe de 21 personnes. Mais ces 21 personnes qui sont là à temps plein, c'est beaucoup plus de personnes qui sont touchées. C'est plein de tisserands, c'est des fournisseurs, voilà, c'est toute une chaîne de valeur. Donc, un grand merci et des prières pour tout le monde. Pour tout le monde. On vit des temps difficiles, on vit des temps très tristes. Le monde n'est plus ce qu'on pensait qu'il serait quand on serait à cet âge-là. Je me demande ce qui sera encore quand on aura des enfants qui auront grandi. Ce sera, j'ai pas envie de le dire, mais sûrement pire. Donc, c'est une période pour moi qui nécessite beaucoup de foi et beaucoup de solidarité. Donc, aimons-nous les uns les autres et surtout aimons-nous vivants. Pas attendre que je parte pour dire, sauf à tout Ayon, elle faisait de beaux vêtements, elle est heureuse. Non, ils vont attendre que tu meurs pour te faire des témoignages. Chacun va dire ce qu'il connaissait de bien sur toi. Dire ça maintenant. Donc, aimons-nous vivants, vraiment, et que Dieu veille sur tous.